Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Clavel Katete. Vous êtes le secrétaire général adjoint des Nations Unies et vous êtes aussi le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Alors, vous avez pris vos fonctions le 1er novembre 2023. Avant cette nomination, vous avez été représentant permanent du Rwanda auprès de l'ONU de 2022 à 2023, période durant laquelle vous avez également été co-facilitateur des processus sur le financement du développement et le pacte numérique mondial. Et vous avez occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement rwandais, notamment celui de ministre des Infrastructures de 2018 à 2022 et de ministre des Finances. Et aussi, vous avez été gouverneur de la Banque nationale du Rwanda de 2011 à 2013. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Monsieur Gatete. Quelles sont aujourd'hui les priorités stratégiques de la CEA face aux défis économiques mondiaux, comme l'inflation, la dette, la transition énergétique qui touchent le continent africain? Oui, merci beaucoup. Et c'est toujours un grand plaisir d'être ici dans ce grand pays qu'est l'Algérie. Il y a quelques jours, nous avons eu l'honneur de rencontrer le président qui nous a retracé toute l'histoire de ce pays. Il était très important, avant même d'aborder notre travail, ou que nous comptons faire avec ce pays, d'écouter le président et sa vision pour l'Algérie, que nous admirons et apprécions profondément. La Commission économique pour l'Afrique a été créée en 1958, en même temps que 4 autres commissions économiques régionales. Il en existe une pour l'Afrique, une pour l'Amérique latine et les Caraïbes, une pour le Moyen-Orient et une pour l'Asie, et une autre pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces commissions économiques ont été créées pour répondre aux enjeux du développement économique et social dans leurs différentes régions. Sur le continent africain, qui compte un très grand nombre de pays en développement, nous analysons les défis auxquels ces pays sont confrontés. Dans notre organisation, nous intervenons dans les domaines de la macroéconomie et des finances. Nous intervenons également dans la réduction de la pauvreté et la protection sociale. Nous travaillons aussi sur les questions du changement climatique et sur la gestion des ressources naturelles du continent qui sont considérables. Nous nous intéressons également à la sécurité alimentaire, aux infrastructures, à l'intégration régionale, au commerce, ainsi qu'aux enjeux technologiques. Nous jouons également un rôle de coordination à l'échelle du continent africain. Nous disposons du Centre africain de la statistique. Nous aidons les pays membres dans la collecte et l'analyse des données, ainsi que dans l'harmonisation de statistiques fiables et validées. Nous fournissons toutes les capacités nécessaires. Aujourd'hui, à chaque période, que ce soit tous les 10 ans ou même chaque année, de nouveaux défis émergent. Actuellement, nous travaillons sur de nouveaux mécanismes mondiaux de financement destinés à soutenir les pays en développement. L'architecture financière mondiale visait auparavant à fournir des dons et des ressources concessionnelles aux pays concernés. Elle avait également pour objectif d'aider les pays fortement endettés. Mais la situation a complètement changé. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte géopolitique marqué par des conflits mondiaux. Le changement climatique affecte également de nombreux pays. Le niveau élevé d'endettement constitue un autre défi majeur pour lequel nous cherchons des solutions. La question du financement devient donc cruciale et c'est l'un de nos principaux axes de travail. Un autre domaine prioritaire concerne la gestion de la dette et l'analyse de sa soutenabilité. Il s'agit d'une commission centrale à laquelle nous soutenons les pays membres. Nous travaillons aussi sur les réponses à apporter aux défis climatiques. Ce sont là quelques-unes des priorités sur lesquelles nos équipes se concentrent actuellement. Monsieur Gatete, comment est-ce que la CEA accompagne aujourd'hui concrètement les États africains dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf? How does the ECA concretely support African states in the implementation of the African Continental Free Trade Area?
Pendant longtemps, le commerce intra-africain ne représentait qu'environ 15% des exportations totales en raison de l'absence d'un marché commun. Aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale africaine approuvée par les chefs d'État, nous accompagnons tous les pays sans exception, ainsi que les 8 communautés économiques régionales. L'objectif est de leur permettre d'élaborer des stratégies afin de tirer pleinement profit de ce commerce qui est extrêmement important. Dans ce cadre, nous nous intéressons à l'ensemble de la chaîne logistique. Nous nous penchons également sur les technologies ainsi que sur les chaînes de valeur régionales. Nous en avons identifié 94, notamment dans l'agriculture, dans les minerais critiques, ainsi que dans de nombreux autres secteurs. Ces chaînes ont été identifiées afin de favoriser la création d'industries sur le continent africain. L'objectif est d'ajouter de la valeur localement plutôt que d'exporter des produits bruts, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années. Nous voulons également nous assurer que ces industries créent des emplois sur le continent. C'est pourquoi nous aidons les pays membres à réduire l'ensemble des obstacles qui freinent le commerce ultra-africain. Quel rôle joue la CEA aujourd'hui dans la transformation structurelle des économies africaines, notamment en matière d'industrialisation et de création d'emplois pour les jeunes? What role does the ECA play in the structural transformation of African economies, particularly in terms of job creation for young people? That's exactly what we are trying to say. C'est exactement ce que nous cherchons à analyser. Nous avons longtemps exporté nos ressources naturelles et nos produits à l'état brut. Ils sont ensuite transformés à l'étranger avant d'être réimportés en Afrique à des coûts très élevés. Aujourd'hui, nous voulons créer des industries en Afrique à partir de nos propres ressources naturelles. Dans le domaine agricole, l'Afrique dispose de plus de 60% des terres arables mondiales. En matière d'énergie solaire, l'Afrique possède l'un des potentiels les plus importants au monde. Dans le secteur de l'énergie, nous nous concentrons désormais sur les pôles énergétiques régionaux, car tous les pays ne produisent pas leur propre énergie. Nous voulons nous assurer que lorsqu'un pays produit de l'énergie en grande quantité, il puisse la vendre au sein de la région. À l'intérieur des 8 régions économiques que compte le continent, grâce à la zone de libre-échange continentale africaine et à la création de chaînes de valeur régionales, nous mettons en place des zones économiques spéciales ou des parcs industriels. C'est dans ces espaces que les industries sont encouragées grâce à des mécanismes de réduction des risques. L'objectif est d'inciter les investisseurs à apporter leurs capitaux et à créer des entreprises directement en Afrique. Ces entreprises permettent la création massive d'emplois. Ainsi, les produits fabriqués en Afrique peuvent être exportés vers le reste du monde. C'est un chantier que nous menons en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, afin de garantir une mise en œuvre réelle et coordonnée de ces initiatives. Monsieur Kadete, comment est-ce que la CEA peut aider les pays africains à mobiliser les financements durables et à réduire leur vulnérabilité face à l'endettement qui touche le continent? How does the ECA assist African countries in mobilizing sustainable financing and reducing their vulnerability in the debt? Yeah, from what we have seen. Oui, d'après ce que nous avons observé, en raison de l'aide reçue et des ressources concessionnelles, de nombreux pays ne se sont pas suffisamment concentrés sur la mobilisation des ressources internes. C'est pourquoi, à l'échelle du continent, le ratio recette fiscale du PIB n'est que de 16%, alors qu'en Europe, ce ratio atteint environ 40%. Nous devrions être au-delà de 20%. Aujourd'hui, nous aidons les pays à identifier ce qu'ils doivent faire pour générer leurs propres ressources internes et leurs propres recettes fiscales.
Premièrement, le renforcement des capacités des administrations fiscales. Deuxièmement, les infrastructures. Troisièmement, la technologie. Il faut également intégrer le secteur informel dans le secteur formel, car le secteur informel représente environ 80% sur le continent africain. Nous voulons nous assurer que ces acteurs soient inclus dans le système. Nous examinons aussi les incitations comme les allègements fiscaux lorsque cela génère un retour positif. Deuxièmement, nous travaillons également au développement des marchés de capitaux, car les marchés de capitaux fournissent des ressources à long terme au secteur privé. Nous devons agir collectivement afin de permettre aux pays d'augmenter leurs recettes et d'améliorer leur ratio fiscal par rapport au GPD. Par ailleurs, nous aidons les pays en matière de notation de crédit, car la capacité d'emprunt auprès des institutions financières internationales est devenue insuffisante. Ils doivent se tourner vers le secteur privé et émettre des eurobonds. Mais émettre un eurobond sans une bonne notation de crédit entraîne des conditions défavorables. Cela devient alors extrêmement coûteux. C'est pourquoi en Afrique, seuls 3 pays disposent actuellement d'une notation investment grade. 5 autres pays s'en rapprochent. Nous devons les soutenir afin qu'ils atteignent cette catégorie et puissent enfin bénéficier de meilleurs taux. Par ailleurs, 19 pays n'ont jamais été notés. Nous nous concentrerons désormais sur ces pays afin de leur offrir des alternatives en matière d'emprunt, car la marge d'endettement est devenue très limitée. De plus, les ressources concessionnelles ont fortement diminué, l'aide internationale a quasiment disparu. Les pays doivent donc construire leurs propres sources de financement, mais si nous conseillons les pays sur des alternatives, notamment en Asie, avec la Chine, l'Inde ou encore les fonds arabes, ainsi que d'autres fonds de développement susceptibles d'apporter un soutien. C'est là que réside notre expertise pour les accompagner. C'est précisément notre mission, notre rôle principal concerne le développement macroéconomique. Et dans quelle mesure, M. Gatete, la transition numérique et l'intelligence artificielle peuvent-elles devenir des leviers de développement inclusif pour l'Afrique selon la CEA? To what extent can the digital transition and artificial intelligence become drivers of inclusive development for Africa, according to the CEA? Nous organisons chaque année une réunion avec les ministres des Finances de l'ensemble du continent. Le thème de notre rapport économique, également choisi par les ministres des Finances, porte sur la manière dont les technologies émergentes et les données stimulent la croissance économique. Un rapport sera bientôt publié et expliquera précisément ce sujet. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre choix que d'utiliser l'intelligence artificielle. Elle doit être intégrée à l'ensemble de l'économie pour dynamiser le secteur des services et stimuler la croissance économique. Il est désormais impossible de l'éviter. En Afrique, c'est pourquoi nous disons qu'il faut se connecter. Nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin du haut débit, nous avons besoin des satellites et nous devons tout interconnecter. Il n'est désormais plus possible de s'en passer. Votre pays y figurera également à travers les actions menées par les pays du continent et en analysant comment cela a contribué à la croissance économique, car il ne s'agit pas uniquement de croissance économique, cela concerne aussi le secteur social, la gouvernance également, cela touche presque tous les domaines. J'ai été co-facilitateur du pacte numérique mondial lorsque j'étais à New York. Lors de son lancement dans le cadre du sommet de l'avenir, nous avons alors comparé la situation avec le reste du monde. À cette époque, de nombreuses personnes n'étaient pas connectées. En Afrique, nous investissons beaucoup dans les ressources. Le taux de connectivité à Internet reste limité à 8%.
Heureusement, le secrétaire général de l'ONU est fortement engagé en faveur du développement de l'Afrique. Nous travaillons ensemble afin de soutenir l'Afrique autant que possible. Alors on va parler de notre région. Le Maghreb reste l'une des régions les moins intégrées du continent. Comment la CEA analyse-t-elle cette situation et quelles pistes est-ce que vous proposez pour relancer l'intégration régionale maghrébine? The Maghreb, North Africa, remains one of the least integrated regions in the continent. How does the ECA assess this situation and what solution does it propose to improve regional integration in Maghreb? Now, first of all, we are working together with all Tout d'abord, nous travaillons dans les 8 communautés économiques régionales, ce qui est extrêmement important. Dans le même temps, nous voulions tirer profit de leur expérience afin de parvenir à un marché unique sur le continent. Il s'agit de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette étape sera suivie par la mise en place d'une union douanière couvrant l'ensemble du continent. Ensuite viendra l'union monétaire, c'est-à-dire une seule banque centrale et une monnaie unique. Il n'y aura plus que 8 marchés, mais un seul marché, celui de la zone de libre-échange continentale africaine, afin d'identifier ce qui est commun et ce qui peut générer des résultats rapides. C'est précisément ce que nous analysons. Pour travailler directement avec elles et les accompagner efficacement tout en soutenant la zone de libre-échange continentale dans son ensemble. Il s'agit d'un marché d'envergure mondiale. C'est le plus grand marché jamais constitué avec une telle population, qui atteint aujourd'hui près d'1,5 milliard de personnes. C'est un marché immense et il continuera de croître alors que la population d'autres régions du monde commence à diminuer. Celle de l'Afrique, elle, continue d'augmenter. C'est pourquoi nous affirmons que d'ici 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera africain. Cela représente une grande responsabilité, d'où l'importance de promouvoir la technologie et l'emploi, l'éducation et la formation des compétences afin que l'Afrique puisse répondre à ses propres besoins et contribuer également au reste du monde. C'est pourquoi ce marché est extrêmement important, c'est le plus vaste et il constituera un moteur essentiel pour l'avenir de l'Afrique. Et quel rôle stratégique l'Algérie peut-elle jouer, selon vous, dans le développement économique du Maghreb et de l'Afrique, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures? What strategic role can Algeria play, in your view, in the economic development of the Maghreb and Africa, particularly in the areas of energy, infrastructure, and South-South cooperation? Yeah, first of all, Tout d'abord, l'Algérie possède énormément d'atouts. Vous avez réussi à atteindre un niveau de dette extérieure nul. Il n'existe aucun pays avec une dette extérieure nulle. Aucun autre pays. Vous avez également fait preuve d'intelligence en investissant les revenus du pétrole et du gaz au profit de votre propre population, de manière à ce que ces ressources servent directement les citoyens, compte tenu des capacités dont vous disposez aujourd'hui, notamment en matière d'infrastructure. Vous êtes désormais en mesure de fournir et vous projetant vers des marchés plus vastes en Afrique et au-delà. Il s'agit maintenant de déterminer les secteurs prioritaires, par exemple le secteur de l'énergie qui demeure insuffisant, car environ 600 millions de personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à l'électricité. Je ne parle pas d'énergie en général, mais bien d'électricité. Cela montre l'ampleur du déficit à combler pour faire fonctionner les industriels à l'échelle régionale. L'implantation de ces infrastructures nécessite de l'énergie. Cette énergie devrait de préférence être renouvelable. C'est d'ailleurs l'option que vous privilégiez. Vous pouvez aussi approvisionner l'Afrique et même au-delà. La pandémie du Covid-19 a montré comment chaque pays a dû chercher des vaccins par ses propres moyens. Vous êtes déjà en avance dans le domaine de la production de médicaments. Il s'agit désormais d'un enjeu de monter en capacité afin de pouvoir couvrir l'ensemble du continent et exporter également en dehors de l'Afrique. Vous en avez les capacités.
Dans le domaine des minerais, vous occupez déjà une position de leader, notamment pour le minerai de fer, où vous figurez parmi les principaux acteurs. C'est un secteur dans lequel vous pouvez réellement aller plus loin, en visant non seulement le Nigeria, mais au-delà, en approvisionnant l'ensemble des pays. En matière de coopération sud-sud, vous jouez également un rôle majeur, comme vous l'avez déjà fait dans le domaine de l'éducation. Vous formez déjà de nombreux Africains en Algérie, et vous pouvez encore l'élargir. Peut-on également explorer d'autres secteurs, par exemple le blé? Le blé est un produit stratégique. L'Afrique en importait massivement d'Ukraine et de Russie. Vous disposez des capacités et des terres nécessaires. Vous avez démontré une discipline exemplaire dans d'autres secteurs. Cela pourrait approvisionner le reste du continent sans dépendre des importations extérieures. Vous avez donc énormément à offrir. C'est là que la coopération sud-sud devient essentielle dans de nombreux domaines. Alors, Monsieur Gatete, vous êtes de nationalité rwandaise et ancien ambassadeur de votre pays. Est-ce que vous diriez que le Rwanda peut être considéré aujourd'hui comme un modèle de développement en Afrique? You are of Rwandan nationality, part and former ambassador of your country. Would you say that your country, Rwanda, can today be considered a development model in Africa? Eh bien, je dirais tout d'abord que je me suis rendu au Rwanda, je travaillais pour le gouvernement du Canada, puis je suis revenu au Rwanda pour soutenir mon gouvernement, et ils sont partis de zéro. C'est presque similaire à l'Algérie. Cela a demandé beaucoup de détermination et de changer notre manière de travailler grâce à de nouvelles innovations, car le Rwanda est un pays sans ressources naturelles. Il a donc dû innover. C'est là qu'intervient le leadership, un bon leadership, l'innovation, une société déterminée, l'implication de tous, l'inclusivité et surtout le fait de faire de l'exécution une norme. Au Rwanda, la planification est toujours suivie par l'exécution. Nous savons ce que nous appelons des contrats de performance. Tout le monde, chaque dirigeant y est soumis et c'est ainsi que nous nous assurons que ce qui est planifié est exécuté à la lettre avec discipline. Cela a été très utile et a favorisé beaucoup d'innovations, développement localement, sans aller les chercher à l'extérieur, mais cela ne veut pas dire que c'est un modèle unique. Cela signifie qu'ils ont leur propre manière d'être arrivés là où ils sont, tandis que d'autres pays font aussi des choses différentes, y compris votre pays, l'Algérie. L'essentiel est d'apprendre les uns des autres. Ce que vous faites mieux, je peux en tirer des enseignements et même l'adapter à ma propre situation. Et je pense que c'est exactement ce que nous promouvons, la coopération sud-sud, afin d'apprendre les uns des autres et de nous améliorer. Quand tout le monde progresse, nous sommes satisfaits car c'est le continent entier qui avance. Et je pense que c'est déjà ce que l'Algérie a toujours défendu. J'ai fait partie du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Je suis venu ici pour la première fois en 2002, lorsque l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria et l'Afrique du Sud étaient impliqués. Nous faisons partie des pays leaders dans la mise en place du NEPAD et j'en faisais partie au sein du comité de pilotage. Et j'ai pu constater que le panafricanisme que vous portez et la coopération sud-sud restent encore aujourd'hui un rêve qu'il faut absolument concrétiser et je pense que c'est cela le plus important. Merci, Monsieur Claver Gatete, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Merci à vous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.